Alors, moi, je vais juste dire un petit mot là, parce que je suis surprise et très agréablement surprise d'être face à une salle mixte. Parce que j'ai l'habitude, quand je parle de ce sujet, que les messieurs ne sont pas du tout concernés. Donc, je vais faire mon possible pour vous inclure, pour vous remercier d'être là aussi. Et mesdames, ravies. Donc moi, mon principe là, ça va être de vous parler d'argent, étant donné que c'est un sujet que l'on remarque, il y a une grosse difficulté à parler de ces thèmes, à ne pas avoir de tabou, à pouvoir aborder tous ces sujets-là au travail, dans le couple et au quotidien, surtout en France. Alors, je me présente juste comme ça pour dire un peu d'où je parle. Je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste économique depuis 2010. Avant, j'étais au magazine Challenge et je m'occupais des startups et de la tech. C'est pour ça que j'étais déjà venue au Web Today ici. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre parce que j'avais passé la trentaine. J'étais dans ce magazine économique et aucune des jeunes femmes autour de moi ne le lisait et ne lisait la presse économique en général. Donc, je me suis demandé pourquoi. Très peu investissaient autour de moi. Je me suis demandé pourquoi. Alors là, c'est quand même assez simple, c'est que les femmes sont très fortement sous-représentées dans la presse économique. Elles représentent que 27% des personnes citées et très souvent dans des positions très caricaturales. Ça va être la gestion du budget, le moment où on va gérer le budget rentrée scolaire et faire les achats comme ça. Et du coup, on va voir beaucoup, surtout dans les unes de magazines économiques, le traditionnel patron de grandes entreprises, cadre du CAC 40. Maintenant, un petit peu celui qui est patron de start-up, qui va mettre des Stan Smith avec sa veste de tailleur, mais en gros, toujours un peu les mêmes profils dans lesquels les femmes sont extrêmement rares. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont je me suis rendu compte et qui touche pour le coup les deux genres, c'est cette idée que la presse économique parlait souvent, et parle encore souvent, d'investissement avec un jargon compliqué, des termes parfois absurdes, en se limitant beaucoup à la question de la rentabilité, du pourcentage de rentabilité, en utilisant beaucoup de termes complètement incompréhensibles, notamment pour les cryptos. Voilà, et je me suis dit non, je vais essayer de parler d'argent aux femmes différemment et aller dans quelque chose qui vulgarise, qui utilise des termes qui peuvent être utilisés par tout le monde et qui permettent de comprendre que vraiment, gérer l'argent, gérer ses investissements, c'est en fait une question de projet de vie, c'est une question de sécurité, c'est une question de retraite. Ce sont des questions très très concrètes sur notre quotidien. Donc voilà. Et puis il faut savoir une autre chose, c'est qu'en France, on a vraiment du mal à aborder ces sujets-là. Il y a quelque chose de très tabou. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait qu'à la machine à café, au travail, on préférait parler de cul que d'argent avec nos collègues. Moi, ça me paraît quand même un petit peu étonnant. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est un peu plus intime. Mais non, chez les Français, c'est quand même l'argent qui est plus difficile et plus tabou que les relations amoureuses et le cul. Donc ça, c'est la première des choses. Quand on compare aux États-Unis, par exemple, c'est pas du tout le même sujet. Alors, tout n'est pas forcément à envier. Par exemple, en France, tout le monde ne va pas arriver avec des gens qui connaissent pas en soirée. Première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Deuxième question, combien tu gagnes? Aux États-Unis, c'est très récurrent. Chez nous, moins. Alors, est-ce que c'est un problème? C'est une question, en tout cas, est-ce que c'est caricatural aux États-Unis? Peut-être aussi, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que le fait qu'on ne parle pas d'argent fait qu'en fait, ça va renforcer les inégalités. Que ce soit les inégalités de genre, notamment sur les inégalités salariales, dont on vous parle depuis longtemps. Parce que, évidemment, si on est capable de parler avec ses collègues, de leur demander combien ils gagnent, de chercher la transparence, de comparer, du coup, on a des arguments pour aller négocier auprès des RH, pour aller chercher de nouveaux boulots, etc. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et puis, l'autre truc qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient très, très, très gênés de parler d'argent dans le couple. Et pourtant, pour moi, pour nous, pour Plan Cash, ça devrait être l'endroit où on en parle le plus facilement. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, quand on se marie, quand on s'installe ensemble, peu importe le choix et le statut qu'on a choisi, dans tous les cas, il y a cette question que, au début, on est dans les bons moments. Au début, on est dans le partage. Au début, on a envie de faire beaucoup d'efforts pour l'autre, etc. Et puis, le quotidien s'installe. Et puis, les enfants arrivent ou n'arrivent pas. Et puis, à un moment, quelqu'un va changer de carrière professionnelle. Beaucoup de femmes vont passer au 4/5e ou à mi-temps, le temps que les enfants grandissent, etc. Et tout ça, ce sont des moments où les inégalités entre les hommes et les femmes se renforcent au sein du couple, notamment parce que toutes ces questions-là d'argent n'ont pas été posées avant.
Moi, j'aime bien une phrase d'une autrice qui s'appelle Titu Lecoq qui disait quand on prépare un mariage, on devrait se préoccuper beaucoup plus du statut juridique et de la répartition du patrimoine que du choix des petits fours ou de la robe de la demoiselle d'honneur. Et c'est vrai que dans la culture comme ça, je sais pas vous quand vous étiez petite, moi quand j'étais petite, j'imaginais plutôt la cérémonie que les papiers juridiques et que ces choses-là. Donc en fait, finalement, parler d'argent, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Alors je vais pas vous le redire parce que ça vous en doutez certainement. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'argent en tant que femme? Pourquoi c'est un petit peu plus difficile pour nous? À cause de toutes ces représentations, à cause des médias, mais aussi à cause des représentations dans la fiction, par exemple, la femme vénale, à cause de la représentation dans les faits divers sur les fameux crimes passionnels, ou à cause des séries télé américaines où on voit telle jeune femme qui se marie à un très vieux monsieur en espérant que très bientôt l'héritage va arriver et que tout va s'arranger. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là qui est la manière dont on a construit les stéréotypes de genre au quotidien et qui en fait, même si on a l'impression d'en être complètement éloigné, en fait il y a des petites choses qui essaiment chez nous. Et puis n'oublions jamais que mesdames, nous n'avons droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de notre conjoint ou de notre paternel que depuis 1965, c'est-à-dire après le droit de vote, et qu'en fait, quand on regarde, c'est très, très récent. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler de tout ça, et je voulais vous parler d'argent, et j'essaye de le faire auprès de publics beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus mixtes que d'habitude, pour ces raisons-là, avec cette idée vraiment que si j'utilise un mot abscon ou jargonneux, vous avez le droit de lever la main et de dire que j'ai pas tenu mon engagement jusqu'au bout. Pourquoi c'est important pour moi aussi qu'on parle d'argent en tant que femme? Donc, l'une des choses dont on a parlé, c'était les inégalités salariales. Alors bon, les inégalités salariales, si j'avais envie d'endormir tout le monde, je pourrais faire un truc comparatif sur les statistiques. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Bon, à l'heure actuelle, dans la société, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes, n'occupent pas les mêmes temps et ne sont pas dans les mêmes domaines, donc les écarts sont de 25%. Si on regarde vraiment même poste, même temps, même niveau, etc. Là, d'après l'INSEE, on est entre 9 et 4,3%. Ce qui veut dire que enfin, il y a des petits progrès, on commence à rattraper un peu l'inégalité sur des choses vraiment comparables qu'on ne voyait pas avant. Mais bon, comme je vous le disais, il y a ces moments de vie où en fait la décision de moins travailler, de moins s'investir dans son travail, de s'occuper plus des enfants, de se réorienter aussi par choix parce qu'on a envie d'avoir un métier qui a du sens. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des opportunités manquées pour faire grandir le salaire. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se discuter ou se compenser par l'investissement. Alors bon, quand je dis investissement, en général, ça, c'est la partie qui plaît le moins. Si on regarde d'ailleurs dans les statistiques, ça se voit très très fort, puisque seuls 23% des femmes sont dans une démarche d'investissement, contre 37% des hommes. Et alors nous, chez Blancache, on leur a demandé pourquoi. Première chose, effectivement, les femmes ont un petit peu moins confiance en elles quand elles démarrent sur l'investissement, etc., parce qu'on leur en pas trop parlé, etc. Par rapport aux hommes. Parce que les hommes ont plus confiance en eux. Alors, quand on regarde vraiment en matière d'éducation financière et qu'on va plus loin dans les sondages, qui fait quoi, qui sait faire quoi, on découvre qu'en fait, les jeunes hommes qui démarrent dans l'investissement, ils sont pas meilleurs que les femmes. C'est juste qu'ils ont la confiance. Voilà. Donc, ils y vont. Et ils se lancent. Et mesdames osent peut-être un petit peu moins spontanément. Et puis, la principale chose qui revient, tout simplement, c'est comment on fait, comment on s'y prend. Parce qu'on peut regretter, et ça touche tout le monde en France, qu'il n'y ait pas du tout d'éducation financière. Je ne sais pas si vous avez eu ça au collège ou au lycée, mais quand on regarde par exemple les séries américaines, on voit qu'ils ont presque tous un cours de budget, où on apprend à gérer le budget solo, pour une grande famille, pour un couple homosexuel, bref, comment on gère au quotidien ce genre de choses. Et puis aux États-Unis, hélas, puisque moi je le défends très fortement, ils n'ont pas notre système de retraite, qui est mis à mal, mais qui est encore un système de retraite plus égalitaire, puisqu'il fonctionne par répartition et qu'il répartit l'argent sur lequel on a cotisé. Bon,
Le mauvais côté, c'est qu'ils n'ont pas ça. Le bon côté, c'est que du coup, ils apprennent à investir, ils apprennent les mécanismes de marché, ils apprennent les entreprises, ils se posent la question, les actions, les dividendes, entrer directement dans des entreprises, trouver des modèles alternatifs d'investissement. Bref, et nous, pas du tout. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé ces dernières années, notamment les remises en cause des retraites, la diminution des pensions, les années qui augmentent, la question doit se poser encore plus aujourd'hui et chez nous aussi, malgré ce système, pas comme une forme de remplacement, mais plus comme une forme d'ajout, de complément, de quelque chose qui peut nous rassurer en plus du système tel qu'il existe. Alors si on regarde en plus, c'est très genré, encore une fois, les retraites, puisque en gros les écarts de salaire à la retraite sont de 25% en général, parce que les femmes touchent des pensions de réversion. Et si on enlève les pensions de réversion et qu'on prend leur retraite toute seule, les femmes touchent 49% de moins à la retraite que les hommes. C'est-à-dire que la retraite moyenne d'une femme aujourd'hui en France, c'est 1 065 € par mois. C'est vraiment ridicule. Je ne sais pas comment on peut subvenir dans des grandes villes avec ce type de somme, mais je pense que c'est aussi des choses qu'il faut dire. Parce que si on dit aujourd'hui je n'investis pas parce que c'est pas parmi mes priorités, parce que c'est pas quelque chose qui importe, on aussi ne se prémunit pas contre ce moment-là, ce temps-là qui peut être compliqué. Alors, comme je vous donne toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver dans la vie des femmes, je vous en rajoute une autre, qui arrive à tout le monde, mais qui n'a pas le même impact sur les deux, c'est le divorce ou la séparation. Quand un couple se sépare, les femmes perdent en moyenne 27% de leurs revenus. Pourquoi ? Parce que souvent, elles se retrouvent en tant que famille monoparentale, parce que les choix qu'elles ont faits auparavant dans leur carrière, finalement, ont eu un impact et que le jour où elles se retrouvent toutes seules, ça compte. Parce qu'avec un plus petit revenu, il est plus difficile de louer un logement. Bref, alors les hommes aussi sont impactés. Le divorce, la séparation va aussi faire baisser leur niveau de vie. Mais là, selon l'INSEE, on est sur 3%. 27%, 3%. Encore une fois, il y a quand même une inégalité qui montre qu'on n'est pas à la même place, au même endroit, au même moment. Et que du coup, on doit s'en préoccuper d'autant plus. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qui peut vous arriver en tant que femme, d'un point de vue économique, le long d'un parcours de vie. Si vous décidez que finalement, vous ne vous posez pas la question, vous ne mettez rien en place, vous laissez les choses faire et vous croyez que l'amour va tout résoudre. Pardon, c'est mon côté... les statistiques du divorce aujourd'hui sont très élevées. Alors, donc nous, l'une des choses qu'on a fait avec Plan Cash, c'est déjà prôner une éducation financière pour toutes. Alors, je ne vais pas faire trop de l'autopromo, parce que sinon ça va être trop relou. Donc, vous me dites si j'en fais trop, vous faites stop. Donc, on a monté au départ ce mini-média qui parle d'argent et d'investissement aux femmes. Il y a quand même 10% d'hommes qui nous suivent. Oui. Sur Instagram, on est arrivé à 80 000 personnes. La newsletter, on est à 25 000 personnes. Et on s'est vraiment dit que sur cette première partie, on voulait que ce soit gratuit parce qu'on voulait que ce soit grand public, que vraiment ça puisse toucher plein de personnes qui se disent « Ah, je sais pas si c'est pour moi, ça va pas me trop plaire. L'économie, les maths, j'aime pas. » Ok, on prend le temps, on te propose ça et c'est gratuit. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit on va faire des formations à l'argent et à l'investissement en ligne de quelques heures. Alors c'est vrai que maintenant, quand je raconte ça, des fois les gens me disent mais vous êtes des influenceuses, vous travaillez avec des gens à Dubaï. Alors non, bien entendu, bien évidemment que non. Moi, je suis journaliste économique de formation avec un diplôme de Sciences Po, une mineure économie. Mon associée, elle a travaillé dans beaucoup de startups et elle est coach en négociation salariale. Mais surtout, sur chaque formation, on fait intervenir des professionnels certifiés, reconnus auprès de l'autorité des marchés financiers, qui ont passé tous les diplômes qui leur permettent de donner des conseils en investissement. Parce que sans ça, du coup, pourquoi nous faire confiance ? Pour un truc de présupposé, ça ne suffirait pas. Et donc notre pari, ça a été aussi de dire, voilà, ces personnes-là proposent des formations entre 300 000, 3 000 euros. Nous, on va casser les prix x 10. Et on va voir si ça passe. Pour l'instant, ça passe.
Je croise encore les doigts pour que ce soit le bon choix. Donc on fait des formations à 39 € pour le grand public en ligne où on peut se former sur une petite partie de l'investissement. Et pour nous, c'était important. Mais on continue à se mobiliser et pas que pour notre entreprise. Cette année, avec la plupart des grosses fintechs françaises, on a signé un appel auprès du gouvernement pour demander à ce qu'une incitation au budget et à l'investissement soit rajoutée dans les programmes scolaires. Alors voilà, ça a posé des questions, parce que les programmes scolaires, on sait qu'ils sont déjà très remplis, qu'on demande beaucoup aux profs. Mais bon, on a fait cet effort-là de demander une sorte d'initiation, un peu comme on avait l'éducation civique à un moment, cette fois-ci les bases de l'éducation financière. Et par chance, ça a été accepté. Voilà. La question qui se pose, c'est toujours est-ce qu'ils auront les moyens de le faire, est-ce qu'ils auront le temps de le faire, etc. Mais déjà, il y a un petit progrès, puisqu'en fait, c'était quelque chose qui était demandé depuis un certain temps et qui n'était jamais passé. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait sur l'éducation financière, ça, vulgariser, baisser les prix, travailler avec des professionnels reconnus. Et puis, grâce à nous, pas grâce à nous, mais en parallèle de nous, il y a Élise Ulcé qui a fait un superbe documentaire dans Cash Investigation, dans lequel elle montre, je pense, assez bien toutes les dérives qu'il peut y avoir dans l'influence financière et économique. Et donc, l'idée de dire que si finalement personne prend la place en respectant les règles, les lois, le mode de fonctionnement de l'influence responsable, par exemple, ou de la finance traditionnelle, eh ben, tout cet espace-là seront pris par des personnes qui n'en ont que fiche de savoir si elles ont droit ou pas de faire du conseil en investissement. Voilà, donc ça a été la deuxième chose. Alors là aussi, ce que je vois, c'est qu'en général, dans la salle, au ancien Web Today, maintenant et demain, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont indépendantes ou entrepreneurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouh là là. Oui, c'est bon, merci. Merci pour les petits hochements de tête. Voilà, donc je pense que la question, elle se pose encore plus en tant qu'entrepreneur, parce que selon le statut qu'on choisit, en fait, on ne va pas cotiser de la même manière pour la retraite, on ne va pas cotiser de la même manière pour la prévoyance. Un truc tout bête sur la retraite. Moi, quand j'ai demandé à mon comptable s'il fallait comment on faisait pour se payer sans que la boîte elle paye trop de charges, etc., je lui ai dit bon en fait on se met tel salaire, nanana, et puis on fait comment? Il m'a dit mandataire social. On a fait mandataire social, on s'est payé pendant quelques mois en mandataire social. Et puis là, j'ai interviewé un expert sur les retraites qui m'a dit mais c'est n'importe quoi. Chaque trimestre, vous ne vous payez qu'en mandataire social, vous ne cotisez plus pour la retraite, alors que vous pourriez vous fixer un salaire minimum qui vous permet de cotiser pour la retraite tous les mois et vous payez le reste d'une autre manière. Ça, c'est un truc tout bête, mais quand on se pose pas la question de l'argent, quand on connaît pas forcément le juridique, etc., on passe à côté. Et autant j'ai envie que ma boîte marche, et j'espère qu'un jour... Bon, on ne sera pas une licorne, on le sait. Mais j'espère qu'un jour, on passera vraiment dans le game. Mais par contre, j'ai aussi envie de me prémunir de ma retraite et de me protéger de ce côté-là. Donc ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui manquait beaucoup, notamment sur la connaissance des droits. Et puis bon, en tant qu'entrepreneur, vous l'avez tous vu, les aléas du chiffre d'affaires, les mois, les cycles économiques, bon, c'est quand même quelque chose qui pèse au quotidien. Et nous, on reste assez persuadés que mettre en place un certain nombre d'investissements en parallèle, c'est quelque chose qui peut permettre de compenser une partie de ces fluctuations de revenus. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point j'enfonce des portes ouvertes dans ce que je vais dire derrière, puisque peut-être parmi vous, tout le monde sait à peu près ce que je vais dire là. Mais je pense que le plus important, c'est de se dire que finalement, investir, gérer son argent différemment, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. C'est vraiment abordable pour tout le monde. Il y a effectivement un petit moment où il faut apprendre un peu, savoir comment ça marche et programmer les choses. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà faire appel à plein de services, de start-up, de fintech et autres qui nous permettent d'investir avec des toutes petites sommes tous les mois en prenant un minimum de frais. Parce que oui, gros conseil, si vous avez jamais investi, ne passez pas par votre banque de détail, c'est elle qui a les frais les plus élevés, notamment pour les assurances vie, les PEA, etc. Faites toujours une comparaison des frais.
Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il y a une concurrence, il y a des startups qui ont été montées, qui fait vraiment qu'il y a ces opportunités-là. Et puis, il y a un certain nombre de travaux d'économistes qui montrent que finalement, la meilleure chose pour investir, c'est pas de se prendre pour un trader, c'est pas de parier à la hausse ou à la baisse sur tel ou tel produit financier, sur telle ou telle entreprise. C'est vraiment de mettre en place une stratégie d'investissement de long terme, presque sans y réfléchir. Enfin, au début, on y réfléchit, mais après, sans y réfléchir, qu'on appelle l'investissement programmé, que les Américains appellent le dollar cost average. Et l'idée, c'est de mettre une petite somme tous les mois, que ce soit dans une assurance vie, que ce soit dans un PEA ou dans un compte de titre, en passant par des ETF, par exemple. Bref, de mettre un petit peu une somme régulièrement tous les mois, qui permet en fait de faire grossir, alors attendez, je ne sais plus dans quel sens on est, ça doit être dans ce sens-là, de faire grossir la somme que vous gagnez petit à petit. Et en fait, il y a le principe derrière, il y a un principe qui s'applique, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien en finance, qui est les intérêts composés. Alors moi, je dis les intérêts composés, la meilleure chose pour l'expliquer, en fait, c'est de se souvenir de la courbe du Covid au début du premier confinement. Voilà, qui est une courbe exponentielle, comme les intérêts composés, c'est-à-dire au début, ça démarre comme ça, tout doucement, et après, d'un seul coup, ça fait ça. Voilà. Et bien, si vous investissez à long terme, des petits montants tous les mois, en ayant un peu ces quelques réflexes dont je vous parle, mais très rapidement là, et ben sur 20 ans, 30 ans, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. On a même calculé que sur 49 ans, on peut devenir millionnaire. Voilà. Alors moi, il me reste plus 49 ans à vivre, hein, mais bon, c'est l'idée. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais par exemple, si vous avez des enfants, à mettre en place un petit versement tous les mois, hop, 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 histoire de les soutenir dans leur projet de vie à eux aussi. Voilà, donc ça, c'est à peu près les grands réflexes qu'on vous donne. Alors, je vais rajouter un ou deux petits mots. Le premier mot d'optimisme, c'est que, mine de rien, donc nous, on voit de plus en plus de femmes qui investissent. Nos annonceurs, ils sont trop contents parce qu'on leur a ramené plein de nanas, donc ils ont fait exploser leurs stats. Mais surtout, on a découvert là très récemment que les femmes sont de meilleurs investisseurs que les hommes. Les femmes non expertes sont de meilleurs investisseurs que les hommes non experts. Alors ça, c'est une étude de Trade Republic qui date de mars dernier et qui montre qu'en fait, c'est un peu ce que je vous racontais au début, quoi. C'est-à-dire, ces messieurs, en fait, ils ont un peu plus la confiance, même s'ils connaissent pas trop. Ils ont quelqu'un qui leur en parlé de cette petite crypto là que personne connaît, ou de cet investissement, ou de cette start-up, etc. Et donc, en moyenne, ils ont tendance à y aller un peu plus direct, un peu plus bille en tête. Bon, on sait que sur les marchés risqués, c'est la meilleure des stratégies pour se planter. Et mesdames, on a parlé pendant très longtemps du fait que les femmes seraient plus averses au risque que les hommes. C'est de moins en moins vrai, ça le reste un tout petit peu. Et quand elles commencent à investir, c'est un atout. Ça fait que sur les premières années d'investissement, leurs rendements sont supérieurs de 3% à ceux des hommes. Voilà, donc ça, si ça peut vous rassurer, mesdames, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui était un défaut, qui peut être utilisé comme un atout à certains moments. Je ne sais quoi vous dire de plus sur les femmes, l'argent et l'investissement. Je voulais juste vous dire que nous, on fait ces formations, donc quasiment tout est gratuit chez Plan Cash, on fait ces formations et on vous a mis en place, pour celles que ça intéresse, un petit code promo pour avoir 10 € de moins sur les replays des formations, Plan Cash Nantes. Voilà. Comme ça, s'il y a certaines parmi vous qui se sont dit vas-y, il faut que je m'y mette, c'est peut-être le moment. Et il y a aussi dedans une formation sur négocier ses tarifs en tant qu'entrepreneuse, parce qu'on sait que ça compte aussi. Merci beaucoup.